Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une, la fin du G7 cet après-midi à Biarritz, clôturée par une conférence commune entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Quel bilan pour ce sommet? Nous ferons le point. L'Amazonie continue de brûler, des feux incontrôlables. On en compte 3000 sur les 4 derniers jours. L'armée brésilienne est entrée en action hier. Délicates opérations avec les 43 000 militaires mobilisés. Des milliers de litres d'eau sont largués. 86 départements touchés par des mesures de restriction d'eau alors que l'été s'achève. La faute à la sécheresse. En Corrèze, un système de rotation de camions-citernes est mis en place pour pallier le manque d'eau potable. 4000 habitants sont concernés. À Biarritz, on est à quelques heures de la fin du G7, un sommet marqué par le coup diplomatique d'Emmanuel Macron et la visite surprise du ministre des Affaires étrangères iranien. Visite encouragée, on l'a appris ce matin, par Donald Trump qui a dit « allez-y » à Emmanuel Macron. Autre crise qui s'est invitée ici, l'Amazonie. Les 7 sont tombés d'accord pour aider les pays frappés par les incendies, mais il reste à concrétiser matériellement, financièrement cette aide. Le sommet s'achève avec le dossier du climat. 2 mesures doivent être adoptées pour réduire la vitesse des transporteurs maritimes et pour diminuer les émissions de CO2 dans l'industrie textile. En revanche, aucune avancée sur le dossier sensible du commerce international. Donald Trump reste inflexible. Emmanuel Macron tirera les conclusions de ce G7 cet après-midi lors d'une conférence de presse et il sera l'invité ce soir du journal de 20 h sur France 2. Des barrages policiers à tous les coins de rue. Biarritz vit encore aujourd'hui au rythme du G7. Ville désertée par les touristes et même par les biarros qui ont pu s'échapper. Beaucoup de commerçants ont préféré fermer boutique vu le peu d'affluence. Cette boulangerie est restée ouverte, mais les clients se font rares. Ça n'a pas compensé du tout. C'est pas la population d'une centaine de policiers ou de journalistes qui vont combler un manque à gagner. Pas encore de chiffres officiels sur le manque à gagner des commerçants, mais la grogne monte. Et beaucoup d'entre eux attendent avec impatience la fin du G7, comme cette restauratrice. C'est vraiment soulagé, on a envie de retrouver le Biarritz qu'on connaît, avec le monde de passage, surtout au mois d'août. Voilà. Elle espère maintenant qu'ils récolteront les fruits du G7 en fin de saison. On espère qu'il y ait des gens qui viennent voir Biarritz grâce à la communication mondiale qu'a fait le G7. Non loin de là, la ville de Bayonne a également été mise sous cloche dès vendredi, barricadée et désertée. Il fallait éviter la casse lors de manifestations anti-G7. Pour l'instant, il n'y a eu que ces quelques échauffourées avec la police samedi après-midi. Mais ce matin encore, beaucoup de commerçants restent fermés. Et un bijoutier bayonnais estime avoir perdu 20% de son chiffre d'affaires hebdomadaire en fermant samedi. Les conséquences économiques sont quand même très importantes dans plusieurs secteurs. On sait que le Pays Basque, il y a beaucoup de tertiaires, le service, le commerce, l'industrie hôtelière et beaucoup de touristes sont repartis. La Côte Basque attend maintenant avec impatience le départ des délégations officielles pour voir revenir ces touristes. Au cœur de la nuit amazonienne, ces pompiers boliviens progressent au milieu des troncs incandescents. Mètre par mètre, ils traquent la moindre braise. Certains peinent à croire qu'il y a quelques heures encore autour d'eux se tenait une forêt primaire. On essaye d'éteindre toutes les sources de feu avec nos réservoirs d'eau. Il faut empêcher le vent de répandre les cendres et les étincelles et éviter que les incendies ne reprennent. De l'autre côté de la frontière, au nord-est du Brésil, la situation est toujours aussi incontrôlable. En 24 heures, plus d'1 millier de nouveaux départs de feu ont été comptabilisés, comme sur ce terrain agricole tout juste déboisé. À l'aide de moyens dérisoires, les pompiers cherchent à empêcher les flammes de gagner la forêt,
devant des habitants en colère. Je ne suis pas d'accord avec ce que les gens font ici. Allumer des feux. C'est une zone protégée. Principale cause de ces incendies, la déforestation a plus que doublé cet été. La grogne à l'égard du président Jair Bolsonaro s'est fait entendre hier sur les plages de Rio pour dénoncer sa politique économique qui encourage le défrichage. 2000 personnes ont défilé aux côtés de leaders de l'opposition, comme cet ancien ministre. C'est une personne qui n'a pas d'estime pour la vérité, ni pour le climat, ou pour les gens qui vivent dans la forêt amazonienne. La position du gouvernement brésilien concernant l'environnement est inacceptable. Le gouvernement brésilien a donné son feu vert pour déployer plus de policiers afin de stopper la destruction illégale de forêts. Un fonds de 8,2 millions d'euros a été débloqué en urgence. À Sarrou-Saint-Julien, en Corrèze, la sécheresse sévit, quasiment plus d'eau dans les captages. Aujourd'hui, ce sont les camions-citernes qui alimentent le réseau. Sans eux, 4000 habitants n'auraient plus d'eau au robinet. L'eau est de plus en plus rare, donc il faut essayer d'économiser au maximum, faire de son mieux et se serrer les coudes, sinon tout le monde va se tirer dans les pattes, les agriculteurs, les touristes, les résidents. Une situation exceptionnelle qui préoccupe la directrice du réseau Dordogne-Limousin de Veolia, Florence Mouly. Nous sommes sur le fil du rasoir en permanence, à veiller et à surveiller qu'il y ait de l'eau en quantité suffisante dans les réseaux. C'est donc pour nous une crise puisque la mission de distribution de l'eau pourrait ne pas être assurée. La rivière Le Lys, qui alimente habituellement les 7 communes du plateau, est à sec. Du jamais vu pour cette agricultrice, Florence Monnery. Au niveau de la rivière, c'est la première fois que je la vois aussi basse. Et je crois que mon mari aussi, qui est né ici, donc oui, c'est une première. Pas d'obligation de limiter sa consommation d'eau au quotidien, mais les habitants sont appelés à la vigilance. Bien inquiétant. Alors qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait, c'est que quand il va y avoir la restriction, on sera bien forcé d'y passer. Hein. Ça vous inquiète? Bah oui, comme tout le monde. Vous faites attention à votre consommation d'eau? Oui, pas plus que ça. On n'a pas de jardin, donc on n'arrose pas, mais bon. Si la situation perdure, la rotation des camions-citernes pourrait s'intensifier. L'hypothèse d'une pénurie complète n'est pas écartée. L'opérateur a déjà stocké 26 tonnes de bouteilles d'eau pour faire face à cette éventualité. Quand les cigales chantent, ces arbres plusieurs fois centenaires sont normalement noirs d'olive. Alors voilà un olivier sur lequel on a ramassé, nous, l'année dernière, 100 kilos d'olives à peu près. Et bon, cette année, évidemment, à cause de la sécheresse, on va bien ramasser. Pierre Poussou espère atteindre péniblement la tonne. Là, vous avez l'exemple des olives, vous voyez, qui sèchent. Voilà. C'est 7 fois moins que l'an passé. Dans son atelier du Rouret, Jean-Philippe Frère, lui, puise dans des stocks de plus en plus maigres pour fabriquer sa tapenade. La faute à une météo chaotique, un hiver trop doux, puis un été capricieux. Il y a eu déjà un mois de juin qui a été assez humide au moment où il y avait les fleurs sur certains secteurs du département. Voilà. Et ensuite, après, il y a eu le facteur de la chaleur qui est arrivé derrière. Pour mesurer l'ampleur des dégâts, le centre technique de l'Olivier a installé chez Pierre Poussou une station météo et des sondes. Presque 26 degrés sous terre pendant 1 mois et demi, quand l'été dernier le thermomètre n'avait dépassé les 25 degrés qu'une seule journée. Malgré tout, cet oléiculteur refuse de changer ses méthodes. Son verger restera à sec, non irrigué. C'est d'abord la nature, il faut faire face à la nature. Il ne faut surtout pas se décourager, parce que l'olivier, il ne meurt pas. Il ne mourra pas, l'olivier. Alors il faut continuer, et puis c'est tout. C'est une mauvaise année, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Plus rare, son huile d'olive, déjà réservée à quelques privilégiés, ne sera pas plus chère, promet Pierre Poussou. Mais il sait déjà qu'il ne pourra pas contenter tous ses clients.
Cahiers, classeurs, crayons, bureaux, à quelques jours de la rentrée, l'association Tri déballe ses fournitures scolaires. Ici, les prix sont tout petits car il faut au plus vite faire de la place. L'essentiel pour nous, c'est que ça parte. Ça, c'est mon credo principal. Car nous avons des quantités astronomiques de choses qui sont jetées par les gens. Et donc, à savoir aussi qu'on recycle quand même 90% de choses que les gens nous apportent. Apportés par des particuliers ou récupérés en déchetterie, les stocks, et pas seulement des fournitures scolaires bien sûr, sont impressionnants. Alors au fil des années, cette vente de pré-rentrée s'est imposée un vrai succès. J'ai retrouvé presque tout ce qui me manquait. Voilà. C'est-à-dire donc classeurs? Il me manquait principalement des grands classeurs pour ma grande qui va rentrer en bac pro. Et voilà. Faire des économies et tendance qui s'affirme de plus en plus, éviter le gaspillage, faire du bien à une planète qui ne tourne pas toujours très rond. Le principe du recyclage, ne pas acheter... Nous, on est vraiment pour, oui, vraiment. On fait beaucoup, on chine énormément et les ressourceries, oui, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Il s'agit vraiment d'une lutte contre la consommation, l'ultra-consommation qu'on vit au quotidien. Voilà, moi, mon but, c'est de lutter contre ça et de faire comprendre ça à mes enfants, à mes élèves aussi, parce que je suis enseignante. Et puis ici, on trouve aussi des objets rares. Des vieux cahiers pour le papier, pour dessiner. Pour vous ou pour les enfants? Pour moi. Oui, c'est pas seulement pour la rentrée scolaire. Non, non, c'est pour ma rentrée. À Drusenheim, il y a cet hypermarché bien connu et depuis peu stationné juste en face, un bus tout vert, tout bio. Un marché-bus présent chaque mercredi avec ses fruits et légumes récoltés auprès des producteurs locaux et des consommateurs qui du coup ont choisi leur camp. C'est quand même plus local et on a plus confiance aussi ici. Je trouve qu'ici, du coup, c'est cueilli à maturité, donc plus de qualité dans le produit. Les commerçants ambulants à la reconquête des campagnes et des villages, avec une dimension qui n'est pas seulement mercantile, c'est l'idée d'un mode de vie différent et une quête de liberté. Un 7 tonnes 5 transformé en librairie, le projet est devenu réalité en novembre dernier. Et ici à Reichshofen, des clients déjà conquis car le stock de livres comporte quelques pépites, notamment en littérature jeunesse. Ça, vous le trouvez sur Strasbourg, vous le trouvez sur commande, mais de le trouver là, ici à Reichshofen, c'est trop bien, quoi. 50 000 € d'investissement pour acquérir le camion et surtout les livres. Pas forcément des best-sellers. Ici, on aime prendre des risques. Quand on va proposer des choses aux gens qui sortent, si on ne leur montre pas ce qui peut exister d'autre, forcément, les gens ils vont toujours aller vers la même chose. Mais quand on leur propose, généralement, ils sont contents. Place du village, à Villers, voici Tom et Virginie. Tom, c'est la fourgonnette et Virginie, la commerçante, une véritable militante de la vente en vrac. Dans son épicerie, on trouve entre autres des pois chiches d'Alsace et puis des produits ménagers, de quoi fabriquer sa propre lessive. Donc il faut un petit peu de bicarbonate en 2/3. Pour pouvoir proposer tout cela en vrac, il a fallu adapter la réglementation, ou plutôt la réinventer. Et pour le linge blanc, 2 cuillères à soupe. C'est nous qui allons voir les autorités en leur disant « Bon, maintenant, on aimerait bien avoir l'accord de pouvoir vendre sans emballage. » Et ça fonctionne. Chacun apporte son contenant et pas de suremballage. Le vrac, le bio et la proximité, voilà donc la formule gagnante d'une nouvelle vague de commerçants ambulants, faussement vintage. Pour quelques grammes de peau et de graisse, ils poursuivent les baleines et autres mammifères marins. Depuis juin, ces biologistes de l'Université de Floride sillonnent l'océan au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, arbalète en main. Cette flèche elle est équipée d'un flotteur que vous voyez ici, mais qui fait également office de stopper. Donc on projette la flèche sur l'animal, ça va faire un prélèvement. Ça va être une mine d'informations sur l'écologie alimentaire, le régime alimentaire des animaux, leur appartenance génétique. Oh non, je l'ai eu. Jérémy Kiska sait qu'il a une obligation de réussite. Il fait mouche à chaque fois, donc plutôt bon garçon, respect. Pour ne pas trop déranger ces espèces protégées, limiter leur stress, les équipes de scientifiques font au plus vite. Le dérangement qu'on
qu'on crée avec les animaux, il est de courte durée puisqu'on collecte notre échantillon, notre photo et hop, on passe à autre chose. Donc on estime que le bénéfice scientifique et pour la conservation de ces animaux est supérieur au dérangement que l'on occasionne. Pour ces biologistes, ces quelques centimètres de chair valent de l'or. Stockés au froid, ils sont analysés le soir même. La campagne d'observation touche à sa fin, mais elle sera reconduite encore 2 ans, afin de mieux connaître ces habitants du monde du silence. Un palace aux airs de Riviera Ligure, niché dans les calanques de Piana. Construit en 1912, l'hôtel des Roches Rouges est une parenthèse dans le temps. Hormis dans les voitures et le chêne dehors qui a grossi, si vous voulez, on l'a gardé dans son jus. Vous prenez, regardez la salle de restaurant. À part les lustres, si vous regardez le nappage, les chaises bien sûr, vous retrouvez la salle de restaurant d'il y a 100 ans en arrière. Un petit bout de belle époque que dirige Madi depuis 30 ans. Un rêve devenu réalité pour cet enfant de Piana. Quand il y avait des touristes, des cars qui arrivaient, nous, avec mes copines du village, on était gamines, on se mettait, parce que bien sûr, on n'avait pas le droit de descendre, on se mettait sur la murette, là, et on regardait les fenêtres ouvertes, les clients, les allées-venues des clients. C'était une curiosité pour nous. Au tout début du siècle dernier, 1 millier d'hivernants, essentiellement des aristocrates, viennent chaque année dans l'île. Dans les années 20 et 30, le tourisme se démocratise. Désormais, ils sont environ 10 000 à découvrir la Corse chaque année. Calvi, Bastia, Bavela et donc Piana. La compagnie PLM Paris-Lyon Méditerranée fait découvrir la Corse à travers un maillage d'hôtels. Dans les années 1920, les autocars des PLM sont assez performants, mais un tour de Corse prend quand même une semaine. On a construit les hôtels là où on savait qu'il serait une halte favorable. Après une longue journée d'autocar, c'est vrai qu'arriver dans l'après-midi à Piana pour y passer la nuit, c'est vraiment très apprécié. Le dépaysement n'est savouré qu'assorti d'un certain confort. Aux voyageurs, il est indispensable de proposer des conditions d'hygiène et des commodités, mais aussi un certain raffinement dans un style art déco dont les fresques sont encore le témoignage. D'abord femme de ménage dans un hôtel de Porto, Madi a pu rouvrir l'établissement en 1986 après une fermeture de 20 longues années. Depuis, elle n'a de cesse de vouloir protéger la bâtisse. Depuis 34 ans, j'œuvre à le remettre en service du mieux que je peux. Et la salle de restaurant est classée? Oui, la salle de restaurant est classée. Et là, ils sont en train de classer tout le bâtiment. Comme un parfum de revanche sur le passé, Madi, qui ne pouvait même pas pénétrer dans l'hôtel étant petite, lui a redonné aujourd'hui toute sa magie. La vue est exceptionnelle. L'eau translucide, mais l'accès, lui, est des plus délicats. La crique de l'île Vierge se mérite. Aujourd'hui, elle fait partie des joyaux naturels, à voir absolument sur la presqu'île de Crozon. On pensait qu'il y aurait un peu moins de monde. Et l'accès? Et l'accès, on s'y attendait un peu, mais on est quand même pas très bien chaussé là. Malgré les mises en garde, beaucoup de promeneurs se lancent à l'assaut du kilomètre de sentier qui les sépare de la crique, sans toujours connaître les dangers encourus. Le risque le plus important, c'est une chute. Alors si c'est une chute rien que sur le sentier, ça va, mais ça peut être aussi une chute dans la falaise. Et puis il peut y avoir un autre danger, c'est quand on s'approche de la falaise, c'est de faire tomber des pierres sur les personnes qui se retrouvent en contrebas. En 15 ans, la fréquentation du site a augmenté de 10 000 à 60 000 passages. Tous les guides touristiques le mentionnent aujourd'hui. On a voulu un peu voir de nos propres yeux. Et voilà, donc par contre là on va pas aller plus loin parce que c'est un peu compliqué pour la puce. Mais bon, déjà la vue est magnifique, donc on va prendre des petites photos. Pour préserver le site, la municipalité de Crozon a pris plusieurs décisions.
comme interdire l'accès du chemin menant au sentier aux voitures et créer un parking à proximité. Évidemment que nous sommes très très fiers d'avoir un site, c'est l'ensemble même de l'île Vierge et tout l'ensemble jusqu'au Cap de la Chèvre depuis Morgat, où on peut se dire le matin en se levant, en regardant le soleil se lever, que ma foi c'est encore un premier matin du monde que l'on voit ici. Dans cette optique de préservation, la ville vient aussi d'entamer de longues démarches administratives pour que le lieu soit classé site d'exception et lui permettre à terme d'être mieux protégé. Météo à la carte vous accompagne tout l'été. On vous retrouve donc dans quelques instants. Avec au programme du jour un beau Tour de France estival, recettes, artisanat, découvertes. On vous attend tout de suite sur France 3.